Bonjour à tous et à toutes, on est ravis de vous retrouver pour, les ateliers des biosourcés. Comme on l'a fait au printemps, donc avec Mathis et Quentin de l'Académie des biosourcés, on va vous présenter, des thématiques sur les matériaux biosourcés, encore, sur, quelques, sessions là pour l'automne. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Benoît Rougelot de Land Fabrique, spécialiste, dans le milieu de la paille, donc qui a utilisé, éprouvé ce matériau biosourcé sur ses projets. On va pouvoir, vous présenter et échanger avec Benoît sur, 2 projets notamment, de l'agence Land Fabrique. Donc sur le chat pour le fonctionnement, de cette heure ensemble, vous allez pouvoir nous poser vos questions. On interagira de cette façon-là avec vous en fin de débat. Et donc pour démarrer, en fait, on vous accueille au fur et à mesure. Dans ce laps de temps, on vous rappelle aussi Matériaux.archi que je représente. On est là aussi pour vous épauler dans la prescription. Vous aviez pu recevoir dans vos invitations de webinaire des sélections de matériaux biosourcés, notamment sur les sujets de la paille. Donc vous pouvez les retrouver à nouveau sur Matériaux.archi. On sera ravis de vous conseiller sur ces sujets-là. Voilà notre déroulé pour ces prochaines sessions. On est aujourd'hui, sur le sujet de la paille, le matériau éprouvé. On a comme exemple emblématique, la maison Feuillade qui a fêté ses 100 ans en 2020. Donc un bel exemple, d'architecture en biosourcé. Aujourd'hui, on souhaite utiliser ce matériau dans nos projets contemporains, donc on va débattre de ses faisabilités, ce matin. Le 23 octobre, on se retrouvera pour échanger sur le matériau chambre dans des phases de consultation plutôt. On va essayer à chaque fois de vous proposer la matérialité en association avec une phase de projet, même si vos questions et le débat peut s'élargir bien entendu sur l'ensemble des phases. En novembre, on se retrouvera sur les sujets du bois. Et enfin, au mois de décembre, on refera un peu d'une façon un peu plus générale sur les différents matériaux biosourcés et on recontextualisera sur les différentes phases de projet. Donc les connexions se font petit à petit. Merci à tous de nous rejoindre. On va pouvoir démarrer et vous accueillir pour mieux vous connaître sur les sujets des biosourcés en vous proposant un petit quiz sur le niveau d'expertise des uns et des autres sur le biosourcé, sur la paille notamment, mais le biosourcé en général. Avez-vous une connaissance plutôt, experte? Avez-vous déjà un petit peu travaillé avec ces matériaux-là sur 1 ou 2 projets? Ou plutôt êtes-vous en questionnement et recherchez bien entendu des tips qu'on va pouvoir vous proposer, pendant, cette heure, de débat? On vous laisse quelques instants pour, interagir avec nous. On vous remercie en tout cas de votre participation. Les compteurs tournent. Encore quelques secondes. Ça permet à tout à chacun également de se connecter pour, ce webinaire sur le sujet de la paille. On voit qu'on a une petite, tendance à être plutôt, moyennement, aguerris à, prescrire, en matériaux biosourcés. Donc on va être ravis de pouvoir vous apporter, des solutions et vous accompagner pour, cette prescription. Je vais fermer le chat et on va pouvoir passer sur la présentation. Donc, Mathis et Quentin vont démarrer à la présentation et bien entendu accueillir Benoît pour ses projets. Merci Nelly pour cette introduction. Merci Benoît également d'être présent avec nous aujourd'hui pour cet atelier numéro 6 qui vient inaugurer la seconde saison des ateliers des biosourcés. On est ravis de reprendre la saison avec vous, avec toujours les mêmes questions et les mêmes dynamiques sur la question des biosourcés. On reprend un peu le postulat de départ de quel est le cadre général et quelle est la volonté de ces ateliers. On est aujourd'hui convaincus, comme beaucoup, que la ressource est une donnée principale de l'architecture et qu'elle vient l'organiser. Avec des matériaux différents, on arrive à façonner des modèles constructifs innovants qui permettent de répondre aux problématiques d'aujourd'hui et de demain. Et donc, ces ateliers des biosourcés ont la vocation de pouvoir travailler sur cette question de ressources et surtout de prescription. Et donc, c'est bien là l'objectif de notre entretien avec Benoît aujourd'hui.
Donc merci Nelly, merci Mathis, merci Benoît et merci à tous d'être présents. Bonjour à tous. Donc je continue l'introduction du propos par Mathis. Donc la ressource fait l'architecture, comme on a pu le voir sur les précédents ateliers, et c'est la prescription derrière, c'est nous, bureau d'études, architectes, maîtres d'œuvre, etc., entreprises, qui vont permettre la réalisation et la construction de cette architecture, qu'elle soit de grande ampleur, de petite ampleur, peu importe. Voilà, on retrouve cette notion de, sur ces deux projets qu'on voit en photo, là, de un matériau va ensuite décliner, du matériau va ensuite décliner une architecture. Mais dans la pratique, on est toujours confronté à des blocages, à des freins. Les biosourcés, c'est un combat permanent du quotidien, un engagement, un militantisme sur lequel il faut se battre. Et parfois, on est assez seul et assez perdu dans le cadre normatif et réglementaire pour défendre l'idée des biosourcés. Et donc, l'objectif de l'Académie des biosourcés, c'est évidemment de transmettre, de partager, d'identifier tous ensemble les contraintes, les différents blocages pour pouvoir les dépasser et accompagner la prescription pour massifier les biosourcés qui sont encore aujourd'hui trop marginales. Et on a bon espoir de le développer avec vous et avec votre motivation. C'est pour ça que aujourd'hui, on compte sur les compétences de Quentin que je vais présenter rapidement. Quentin, donc architecte ingénieur, cofondateur de l'Académie des biosourcés, a créé l'agence Cania il y a une dizaine d'années maintenant, beaucoup sur les projets en chanvre, notamment à travers sa casquette d'administrateur et formateur pour l'association Construire en chanvre. Il a également écrit toutes les nouvelles règles pro qui ont été parues en 2024 et publiées par l'AQC. Donc voilà, c'est sa double casquette architecte-ingénieur aujourd'hui qui nous permet de entretenir avec Benoît sur des questions de la paille en phase AVP. Et merci Mathis. Et donc Mathis, donc petite présentation. Donc toi, tu as démarré ta carrière professionnelle en dessinant des poignées de porte pour des aéroports au Qatar, je crois, ou Dubaï, je sais plus bien. Donc Ouais. du coup, tu as fait du chemin par rapport à aujourd'hui jusqu'à l'Académie des biosourcés. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu as coécrit plusieurs ouvrages. Tu as cofondé une agence d'architecture qui s'appelle Anatomie d'architecture. Et tu as été aussi conducteur de travaux là sur plusieurs projets, notamment sur de la mise en œuvre d'isolation de caissons isolés avec de la botte de paille. Donc voilà, c'est des matériaux que tu maîtrises bien et aujourd'hui on travaille ensemble et on est ici présent pour l'Académie des biosourcés, pour faire du bruit, pour parler de ces matériaux et faire en sorte que ces modes constructifs se démocratisent le plus possible. Trop bien. Et donc, c'est l'occasion d'introduire ce nouvel atelier avec Benoît Rougelot, donc architecte, que je vais vous présenter avec un mini CV qui permet de rappeler un petit peu les états d'armes de Benoît depuis 2005 quand même, il faut le noter, ça fait aujourd'hui 20 ans. Donc, on peut vraiment parler de pionnier en architecture biosourcée, notamment à travers une première insiste dont il nous a fait part tout à l'heure sur la découverte de la paille dans la construction à travers un film documentaire qu'il a eu l'occasion de visionner en 2003. Donc, c'est vraiment dans les prémices de ce qu'on pouvait imaginer aujourd'hui comme une espèce d'état général sur les biosourcés et le RFCP. Il faut se remettre 20 ans en arrière et imaginer qu'il y a vraiment un travail de fond et un travail d'engagement qui est assez fort, qu'il a amené Benoît d'ailleurs de 2019 à 2022 à co-présider le réseau français de la construction paille, le RFCP, et également d'être le cofondateur du collectif Paille Île-de-France. Donc voilà, donc beaucoup de sujets très intéressants qui nous amènent aujourd'hui à pouvoir découvrir le travail et la production de Benoît au fil de ces 20 dernières années. À côté de ça, Benoît, tu as aussi l'occasion de beaucoup faire de pédagogie, de transmission. On t'a remarqué dans des MOOC, dans des bouquins, dans des ouvrages. Tu es vraiment assez généreux dans tes retours d'expérience et on te remercie parce que c'est grâce à toi et à ta pratique qu'on peut avancer nous en parallèle et s'acculturer de ces sujets. Aujourd'hui, Benoît, on va t'entretenir à travers 2 projets croisés avec un regard assez spécifique qui va être sur donc la paille dans les phases études, à travers surtout de projets d'ITE paille, qui sont assez spécifiques, assez différents et qui ont une approche commune. L'idée, c'était de pouvoir montrer qu'avec un seul et même matériau, la botte de paille, on arrive avec des techniques constructives à répondre à une multitude de problématiques techniques. Et donc, dans cet objectif, on va parler tout d'abord de ce projet assez extraordinaire, qui est donc un projet d'isolation par l'extérieur en batte de paille à Paris 15e, dans un contexte assez particulier, assez spécifique. On est sur des contextes ultra denses. Souvent, c'est un des reproches qu'on peut faire au matériau paille, c'est d'empiéter beaucoup sur la surface habitable. Là, ce n'est pas la question avec une ITU par l'extérieur. Et tout l'objectif de ce projet, c'était de démontrer qu'on peut réinventer complètement la mise en œuvre et la technique de comment on agrafe ces bottes sur la façade. Et
Et avant que tu commences et que tu rentres dans le concret du projet en question, est-ce que tu peux juste nous faire un focus, Benoît, sur la partie technique courante, technique non courante, comment est encadré l'ITE Paille aujourd'hui, de manière générale en France, vis-à-vis des règles pro ou en dehors des règles pro, tu vas nous le dire. Et voilà, et est-ce qu'il y a des travaux en cours pour encadrer tout ça? Je pense à POP 2030 ou autre. Enfin voilà, si tu as un peu un désir de contextualisation sur l'ITE avant de rentrer sur le projet. En tout cas, merci de l'invitation. Concernant le contexte réglementaire ou normatif, le rappel, c'est qu'en fait, en 2018, on a publié les règles pro version 3. Et les 3 ans précédemment, précédant le 2018, on a travaillé à la réécriture. Il y a une trentaine de personnes qui se réunissent bénévolement, mais je pense que c'est pareil pour les règles pro du chanvre, pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'il faut améliorer dans les règles pro, qui sont les premières sont de 2011. Et on avait inclus, parce que pour nous, la rénovation, c'est l'enjeu de demain aussi. C'est-à-dire que la construction neuve en paille, en chanvre, en biosourcé, c'est important. Il y a déjà des règles pro, il y a plein de bâtiments qui se construisent déjà, mais on avait envie d'avancer sur ce sujet et il y avait déjà quelques expérimentations qui avaient été faites. Au moment du dépôt de la C2P, ils nous ont dit il n'y a pas assez de retours d'expérience sur l'ITE en bottes de paille, donc on ne peut pas les valider. Donc en gros, ça reprend un peu l'idée de l'ICEF de dire être hors la loi pour faire la loi. On a besoin de faire des projets pour que ça passe en technique courante et que ça soit dans des règles professionnelles. Donc moi, en tant que, après voilà, comme vous l'avez dit, en 2019, j'étais président du RFCP puis coprésident. On se remet à la règle. Donc, on publie évidemment en 2018 les règles pro, dans lesquelles n'inclut pas l'ITE, mais on remet sur le tapis le travail sur l'ITE. Et moi, en tant que ma casquette d'architecte, c'est de dire, je vais aussi faire des projets d'ITE en paille. On a la chance qu'il y ait une maîtrise d'ouvrage. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de vide juridique autour de l'ITE en paille. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. La preuve en est, c'est que ce projet de convention dont on voit la photo, il a été conceptualisé en 2019 et réalisé en 2020, donc en dehors des règles. Après, il faut quand même savoir qu'avant les règles pro de la paille, qui ont effectivement démocratisé l'utilisation massive, massive dans un sens où ça représente, je ne sais pas, 0,1% ou 1% de la construction, les biosourcés, mais en tout cas, ça facilitait la tâche des concepteurs et des entreprises pour être assurés. Mais il y avait déjà plein de pionniers et plein avant moi, quand je me suis mis en 2005, qui avaient déjà fait des bâtiments en paille, dont certains dans le marché public, accueillant du public. Donc voilà, qui étaient aussi dans un peu les hors-la-loi, et qui fait qu'on a juste, ils avaient un temps d'avance. Et ça s'est régularisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les règles pro permettent d'assurer facilement. Pour autant, on peut quand même construire avec. Et c'est un peu la démonstration qu'on a faite à la convention. De toute façon, on n'avait pas le choix, puisqu'on nous a dit il faut qu'il y ait des projets qui sortent. Et le but des projets qui sortent, c'est aussi qu'ils soient un petit peu importants en termes de taille et en termes de cadre juridique. Donc, c'est du marché public pour un bâtiment de logement. Donc, on est sur des contraintes incendie un peu forte, heureusement, mais pas si forte que ça, on verra après. Donc il y a une commande publique de Paris Habitat, qui est un bailleur français, un petit peu connu, qui dit, voilà, moi je vais prendre je suis en milieu urbain dense, comme tu la présentes, on va prendre la contrainte un peu presque maximum, de dire, si on peut le faire à Paris, vous pouvez le faire sur 7 étages, vous pouvez le faire un peu partout en France, sur 5 étages, sur 3 étages, et il y a énormément de bâtis, de patrimoine qui sont des bouilloires thermiques, puisqu'aujourd'hui, le sujet, c'est aussi le confort d'été. Le confort d'hiver, on y arrive facilement avec n'importe quel isolant et a fortiori avec du biosourcé. Mais le confort d'été, ça nécessite aussi du déphasage, de l'inertie, et les isolants biosourcés s'en sortent très très bien. On commence à avoir plein de retours d'expérience de bâtiments où les usagers, on se dit, ah, mais en fait, il est climatisé. Non, il n'est pas climatisé, il est juste isolé avec de la botte de paille. Ça marche très, très bien.
Donc ça, c'est le contexte réglementaire. On n'y est pas. Et en ce moment, le groupe de travail, il avance sur l'écriture des règles professionnelles de l'ITE. On a aussi amélioré plein de techniques. On en développe d'autres. Et il se dit que c'est fin 2026. C'est l'annonce officielle de RFCP, parce que j'étais pas plus tard qu'hier soir avec Nicolas Canzian, qui est le directeur opérationnel de POP 2030, que vous avez cité, qui a un gros programme de recherche dans lequel on va avoir des résultats de laboratoire confirmant en fait des tenues au feu, de la réaction au feu, de la résistance au feu, des nouvelles valeurs de conductivité thermique, de la tenue à l'eau, des enduits, enfin, tout un tas de batteries de tests dont on connaît déjà les résultats. Par expérience, on sait que ça fonctionne, mais qu'on n'a pas encore validé tout par laboratoire. Donc voilà, il y a un espèce de pack qui va sortir, qui sont les règles pro de la rénovation en paille, le pack 2030 avec plein d'essais qui vont être validés par des laboratoires agréés, CSTB, CERIB, FCBA, j'en passe. Et aussi, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais les règles pro de la paille porteuse, qui est aussi un autre sujet, c'est-à-dire que si on peut économiser du bois, économisons du bois, mettons que de la paille, ça porte. Et à Rosny-sous-Bois, que vous connaissez certainement, il y a des bâtiments publics, dans le cadre des marchés publics, faits avec ces techniques d'ITE, de paille porteuse. Donc voilà, il y a tout un ensemble de gens qui se mobilisent, et c'est ça qui est intéressant. C'est que voilà, il n'y a pas. Donc là, je vais vous présenter 2 projets de l'agence, c'est très bien, mais il y a plein de gens qui travaillent sur ces sujets. C'est pas un cas isolé. Donc la réglementation va suivre en fait ce que font déjà les gens. Et donc d'autres personnes pourront s'emparer du sujet en étant un peu plus rassurées, assurées. Mais aujourd'hui, faire un ITE, même si c'est pas vraiment dans les règles professionnelles, j'estime que les règles professionnelles de la construction neuve encadrent assez bien la chose, et il y a des bureaux de contrôle qui sont d'accord avec ça et qui disent c'est une variation des règles professionnelles, on peut y aller. Il faut bien choisir son bureau de contrôle et on arrive à justifier des choses. Pour en revenir sur convention, donc là on voit une petite photo, c'est donc sur convention qui est un marché public par Evita. On a testé 2 choses. Donc ça s'appelle épine et bretelle. Donc il y a une partie qui est épine, c'est des morceaux de bois, c'est des planches de bois. Donc on met le minimum de bois possible qui sont fixés sur ce mur. Donc le mur en moellon existant, ce qu'on voit sur la photo, ça c'est le mur qui a pas été terminé en fait de ce bâtiment. Donc c'est vraiment le cadre idéal pour tester, parce que c'est un mur un peu friable aussi, donc de se fixer dedans n'est pas chose facile. Et donc on fait une partie en épines, c'est-à-dire qu'on met des morceaux de bois qui sont fixés avec des cornières, des équerres et des cornières métalliques tout à fait standards, ordinaires. C'est ce qu'on voit dans la partie droite de l'image, où il y a le calpinage de tous ces épines en bois, et dans lequel on insère des bottes de paille. Donc on va dire ça le bureau de contrôle, qui est un très bon bureau de contrôle. Je crois qu'il est intervenu dans votre webinaire. Tu peux le citer, hein. Enfin, en tout cas la personne. C'est Laurent Dan de la PAV, c'est le référent national biosourcé, géosourcé, réemploi de la PAV. Donc ils ont monté. Il y a d'autres bureaux de contrôle qui font la même chose. Il interprète ça comme étant les règles professionnelles, sauf qu'au lieu d'avoir un panneau contreventant arrière, c'est le mur existant qui est le panneau support. Et il y a des ossatures, et les bottes de paille sont posées entre ossature et support d'enduit. Donc on est totalement en fait dans le domaine d'emploi des règles professionnelles de la paille. En tout cas, c'est l'interprétation qu'il en fait, nous aussi. Tout va bien. Il y a peut-être d'autres personnes qui l'interpréteraient différemment, en disant oui, c'est pas écrit TE, donc on peut pas le faire. Il dit dans son analyse de risque, il dit c'est ni plus ni moins que la même chose que les règles pro, c'est-à-dire qu'il faut vérifier la densité de la botte, son humidité, faire des tests d'arrachement des enduits. Donc voilà, on est vraiment dans la technique courante presque. Donc du coup, juste si j'ai envie de faire le même R+7 ou R+6 ou R+8 demain, là, ce sur quoi vous avez réfléchi pour présenter la chose, c'est un peu comme un empilement de plusieurs façades ossature bois paille, comme dans les règles pro.
Oui. ni plus ni moins, quoi, qui fonctionne. Et comme tu dis, donc plutôt qu'avoir un panneau en fond de coffrage, le fond de coffrage, c'est le mur existant. C'est ça. Ok. Je dirais dans l'application de la technique de la paille, enfin de la construction en paille, après, moi, je conseille toujours aux confrères, hein, j'en ai vu hier soir qui avait un R+1 en paille, évidemment, de commencer, on démarre pas tout de suite sur un R+9 en paille si on n'a jamais fait de bâtiment en paille. Et de toute façon, j'estime que dans le processus aussi c'est comme ça qu'on a élaboré. Nous, en 2005, on a fait un tout petit bâtiment en paille. Ça fait 77 mètres carrés, c'est une commande publique et voilà, on s'est exercé. C'était évidemment avant les règles pro, mais on n'avait aucun risque parce que c'est un petit bâtiment en bois, on respectait le DTU 31.2, tout va bien. Voilà, on est monté petit à petit. Et ce qui fait que voilà, en 2019, on est tout à fait rassuré de faire cette ITE. Et en plus, on s'est associé à un confrère qui avait déjà fait de l'ITE en marche, sur sa propre maison en privé, donc il avait testé des trucs. C'est ça qui est intéressant aussi, que on est vraiment dans la recherche-action appliquée. Et c'est ça un peu le monde des biosourcés, c'est qu'on participe à des chantiers participatifs de copains, de confrères, de collègues, et on avance en fait en réflexion, et des choses qu'on a mis en place ici, typiquement le système, ce qu'on appelle les bretelles, donc ce qu'on voit sur l'image au milieu, à gauche de l'écran et au milieu de l'écran, le système des bretelles, qui est un hommage à Volker Ehrlich, qui est cet architecte associé, qui porte des bretelles. C'est de fixer en fait des feuillards plastiques comme les feuillards des bottes de paille, mais on les fixe directement. On verra, je crois, des images après. Hein. Ce qu'on aperçoit un peu ici. Ouais. C'est ça. On fixe avec. Et là, on a pris bretelles et ceinture pour le coup. Hein. C'est qu'on a des anneaux d'accrochage d'échafaudage. Donc, on a vraiment surdimensionné la chose. Et donc, on passe des feuillards dedans et on accroche les bottes de paille qui sont écrasées contre le mur existant. Donc ça, on est un peu en dehors des clous par rapport aux règles professionnelles, puisque ça s'apparente plutôt à ce qui se pratique en paille porteuse, le système des sangles. Mais voilà, les choses avancent progressivement. Donc, quand la paille porteuse sera validée, dans lequel on met plus d'ossature, il n'y a plus d'ossature bois, ce genre de truc avec des sangles qui accrochent, qui écrasent des bottes, voilà, c'est un peu un entre-deux entre les règles pro, les ITE paille et la paille porteuse. Donc, tout ça est un peu de l'hybridation, et c'est un peu comme ça que fonctionne la recherche et développement, si on veut sortir des grands mots, dans le monde de la paille. Et alors, donc ça permet d'économiser du bois, par exemple. Et celui-là, on le fait en chantier participatif de formation, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi il y avait cet aspect de transmission. Moi, avec Volker, on enseigne en ENSA, ce sont ces choses qu'on transmet, et parce que voilà, pour faire basculer aussi le monde conventionnel de l'architecture, il faut former les nouveaux professionnels de demain. Donc on les forme aussi sur du chantier, et ça, on a profité de ce chantier comme étant un chantier, ce qui était une demande aussi de la maîtrise d'ouvrage, par Vida, qui voulait que ça soit exemplaire au sens, ça serve d'exemple, et qu'on puisse répliquer après. Donc si on veut qu'on réplique, il faut qu'on forme les futurs professionnels à utiliser ces techniques. Et à montrer, et la réplicabilité aussi, et démontrer que la partie en haut, avec les épines, elle est assez cadrée par les règles pro, ce que je viens de dire, et qu'elle est facilement réplicable par d'autres maîtrises d'ouvrage qui sera un petit peu plus frileuse, et que de faire d'emblée sur leur première opération des trucs en breton. Voilà, on arrive à faire un peu d'hybridation à la fois de l'expérimentation et des choses un peu plus cadrées, standards et réplicables à d'autres qui seront un peu moins sachants. Ok, alors là du coup tu nous as parlé de la technique de l'accroche, de la partie mise en œuvre on va dire, et puis qui a dû être pensée, forcément anticipée en conception. En conception, tu nous as glissé aussi une slide que je vais mettre juste après qui touche plutôt à l'incendie, alliée à l'instruction technique 249, donc plutôt à la propagation verticale du feu quand on fait un immeuble comme ça, qui accueille du logement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'il y a eu un avis de chantier? Je vois il y a des questions dans le chat là-dessus par rapport à l'incendie. Est-ce qu'une fois que tu avais balayé les sujets techniques de fixation, par exemple, est-ce que derrière il y avait aussi le côté feu? Alors une chose qu'on rappelle souvent avec
avec Jean-Pierre Schwartz de Alcontrol et Laurent Dande de la PAV, des grands amis qui suivent de très près en fait l'écriture des règles professionnelles, c'est qu'il faut quand même vraiment différencier la question réglementaire de la question normative, c'est-à-dire que la réglementation incendie, la réglementation PMR, la réglementation thermique ou environnementale, ce sont des choses obligatoires. Donc typiquement l'IT 249, et là on voit le règlement de sécurité contre l'incendie, ça c'est des choses obligatoires dans lesquelles on ne peut pas déroger. Après, la question normative ou des textes, les DTU, les règles professionnelles, sont des documents qui ne sont pas obligatoires. Mais c'est plus facile si on les suit. Ça, c'est une petite mise au point parce que souvent on confond la réglementation de dire attention, les règles pro, c'est pas de la réglementation, il n'y a pas de DTU, comment on fait. On arrive à respecter la réglementation, de toute façon obligatoire, en utilisant des textes normés ou des règles professionnelles qui sont l'équivalent des DTU. Après, ça ne nous abstient pas de mettre en place des systèmes pour respecter la réglementation incendie. On a un test au feu qui est disponible, et il y a plein de choses qui sont disponibles en open source sur le site du RFCP, donc ça c'est aussi la philosophie qui est intéressante dans le biosourcé, c'est de ne pas brevétiser les choses et de donner accès en fait à toute l'information. Donc sur le site du RFCP, il y a tout un tas de documents, dont des essais au feu qui ont été faits, donc qui sont tout à fait normés dans des laboratoires agréés de l'État, type CSTB, CERIV, FCBA, qui ont montré qu'un enduit terre fibré de 4 cm d'épaisseur sur une botte de paille mise entre ossature bois a un REI de 120 minutes, c'est-à-dire que ça résiste au feu pendant 120 minutes. Et ça évite que même des fumées traversent la composition de parois, et y compris ça isole. Oui, c'est isolation. Le test au feu, en fait, de ce truc-là, c'est 1000 degrés, et moi j'étais 1000 degrés d'un côté et 60 degrés de l'autre côté pendant 2 heures. C'est un très bon isolant. Et la partie des enduits, en fait, protège, c'est un peu la même chose sur une chambre, c'est que la partie, le mélange du liant, en fait, va protéger aussi le matériau biosourcé, qui, évidemment, la paille en vrac, elle est combustible, inflammable, on le sait. La paille compressée, dense, puisqu'il faut dans une certaine densité pour construire avec de la botte de paille, et les enduits, en fait, protègent tout ça. Il y a aussi un autre essai au feu qui existe, qui est de la démonstration sur de l'enduit extérieur chaud sable, qu'on a mobilisé en fait en disant qu'il est pareil, qui dit que ça résiste au feu pendant 2 heures, donc on l'a utilisé. Après, la chance qu'on a eue sur Convention, et c'est l'ouverture que je ferai en fin de webinaire, on a un autre projet là en ce moment, c'est que il y a eu un décret qui est sorti en 2019 ou 2020, donc juste après notre dépôt de permis sur ce projet, qui a un petit peu renforcé en fait les exigences en termes de réglementation incendie. Donc on aurait pu le faire, on aurait eu besoin de faire une appréciation laboratoire qu'on n'a pas eu à faire sur Convention. Parce qu'en fait, on était passé avant en termes de dépôt de permis, puisque c'est lui qui fait foi en termes de ce que regardent les pompiers ou pas dans les dossiers de permis d'instruction. Et on sait que par ailleurs, il y a la doctrine de la préfecture de police qui est arrivée un peu plus tard aussi, qui va renforcer les choses et qui va incessamment sous peu va sortir une nouvelle réglementation incendie qui va beaucoup concerner les biosourcés. Dont on a quelques échos, donc ça on verra. Mais on sait que, enfin moi je suis tout à fait rassuré parce que je sais que ça résiste au moins 2 heures et en 2 heures c'est quand même largement suffisant pour évacuer ce bâtiment. Donc on n'a pas eu à le faire, et nous, ce qu'on peut éviter sur nos chantiers d'avoir des ATEX, on évite aussi parce que c'est quand même quelque chose qui est un petit peu chronophage et un peu coûteux. On arrive à se débrouiller parce que voilà, on connaît un peu la réglementation, on connaît les documents et on joue avec, et on est plutôt sur des avis de chantier, avis de laboratoire. J'en parlerai peut-être à toute la fin là sur le R+9 qu'on est en train de faire à Grenoble, en zone sismique. On a fait effectivement via le CERIB, FCBA, un avis de chantier qui est juste un papier qui se base sur des essais au feu qui ont déjà été faits par d'autres
par d'autres confrères, d'où l'intérêt aussi de mettre en open source en fait ces documents, parce que chaque projet peut alimenter la connaissance en fait d'autres projets et sur lesquels on peut s'appuyer comme des petites briques ou des petites bottes de paille sur ce qu'a fait les confrères. Enfin, ça, c'est aussi la question d'être une espèce de communauté biosourcée et de s'appuyer les uns sur les uns aux autres sur ce qui a déjà été fait et par expérience et par documents techniques ou essais. Il y en aura aussi dans le POP 2030, hein, d'ailleurs, des essais au Ok. feu des héros. Et, Voilà, là, on voit les photos avant, pendant, après. et justement, sur ces photos, là, c'est la question qu'on voulait te poser après. Mhm. Là, est-ce que, pareil, si on se met, tu es en conception, là, c'est des photos de chantier, mais tu es en conception, en train de réfléchir à tout ça avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, le bureau de contrôle, etc. Est-ce que il y a eu un impact sur les façades? Est-ce que le matériau, pour revenir sur le fait que le matériau peut définir une architecture ou imposer son architecture, est-ce que là, le fait que ce soit de la paille, le fait qu'il y ait eu des choses imposées, je vois qu'il y a des potentiels déflecteurs tous les 3 niveaux, pourquoi c'est pas tous les 2 niveaux? Enfin voilà, est-ce que ce qu'on observe là est résidu aussi d'une réflexion liée à la norme et à la réglementation, notamment incendie, mais peut-être pas que? Alors, effectivement, on a eu de la chance, et c'est par Habitat, quand il choisit ce pignon et son retour, il le choisit parce que c'est un mur en moellon jamais terminé, il y a une cour qui permet d'être accessible aussi, et en fait, c'est des petites fenêtres de salle de bain. Donc là, même si on fait le calcul du C+D, on est largement, parce que vu la petitesse et le fait qu'en fait les fenêtres, on a déjà une épaisseur en fait de mur en melon qui fait 40 centimètres. Donc on est vraiment super confort en termes de C+D, donc on n'a même pas à le gérer de propagation de feu entre niveaux via les fenêtres, qui sont quand même les points sensibles, hein, du bâtiment. Donc on n'a pas de nécessité d'avoir des déflecteurs sur les fenêtres. Et les déflecteurs, enfin ce qu'on peut appeler des déflecteurs ou couvertines en zinc qu'on voit là, en fait, c'est uniquement pour l'eau. Ça gère en fait le ruissellement de l'eau et ça respecte en fait la règle des enduits qui veut un recoupement tous les 8 mètres pour éviter en fait trop de vitesse de propagation de l'eau et de rejaillir l'eau en fait tous les 8 mètres. Donc c'est vraiment, c'est pas une question de feu en fait. On aurait pu ne pas en mettre pour le feu. Après là, on en met pour les enduits. Dans ce Ok. cas présent, parce que les fenêtres sont petites. Dans d'autres situations, il y aurait des déflecteurs effectivement, mais qui sont indépendants de la paille en fait, enfin, qui sont pour le respect de la réglementation incendie. Comme je disais, je fais une différence entre la réglementation et les textes normatifs. Ok, super intéressant. Merci. Autre visuel du même projet. Là-dessus, la question qu'on voulait te poser, c'était plus, mais tu as déjà un peu répondu, mais le lien avec en fait, pour préparer le chantier qu'on voit là et que ça se passe le mieux possible, le lien avec le bureau de contrôle. Alors, tu as déjà esquissé la chose, mais est-ce que tu pourrais faire une liste de points? T'en as déjà évoqué plusieurs, notamment celui d'avant sur les déflecteurs liés à l'eau pluviale. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets que le bureau de contrôle, en l'occurrence Laurent Dandre, avait mis en avant et qui du coup a influé aussi ton architecture? Est-ce que tu aurais d'autres choses sur la mise en œuvre, sur les essais à l'arrachement, la caractérisation du support, ce type de choses? Oui, ben je dirais, j'imagine que le public est plutôt majoritairement des archis, ou en tout cas des équipes de maîtrise d'œuvre, peut-être des maîtrises d'ouvrage, tant mieux. Le bureau de contrôle n'est pas votre ennemi, c'est votre ami, c'est votre allié. Et si vous travaillez avec lui, ça se passe très bien. Bon, si vous n'arrivez pas à travailler avec lui, parce que il y a aussi des situations de confrères qui m'appellent, on s'appelle, qui disent: «Ah, je suis un peu bloqué avec le bureau de contrôle», qui ne veut pas entendre, enfin, qui nous dit: «Oui, les règles professionnelles, bon, c'est pas vraiment un avis technique, c'est pas vraiment un DTU». Donc il y en a qui n'ont pas envie d'écouter, donc ça c'est compliqué. On peut changer de bureau de contrôle. Ça nous est arrivé. On fait sur le projet R+9, on a changé de bureau de contrôle parce qu'ils ne voulaient pas discuter. Et ça se passe très bien depuis, hein, avec la PAV, par exemple. Et du coup, quand on a des sujets un peu touchy, comme un ITE, de la paille porteuse, voilà, des trucs qui sont un peu en dehors des règles
règles professionnelles, on conseille à la maîtrise d'ouvrage de faire un cahier des charges de recrutement du bureau de contrôle, en expliquant les choses, en disant: «Attention, c'est de la paille, ça sera de l'ITE, ça sera de la paille porteuse, ça sera, de la terre crue, du machin un peu bizarre là, qui est un peu moins, normé que d'autres, techniques conventionnelles et vous pouvez pas esquiver, pardon, le sujet, vous devrez vous prononcer. Donc faites une offre en conséquence». Et aujourd'hui, on a une liste de 3 bureaux de contrôle nationaux, qui ont des référents nationaux qui maîtrisent totalement le sujet. C'est-à-dire ils font partie des commissions techniques, d'écriture des règles, du guide des bonnes pratiques. Donc ils connaissent très, très bien, le sujet et on sait qu'on peut discuter avec eux. Et une fois qu'ils ont fait ce choix, et ça c'est quand même un conseil qu'on donne aux maîtrises d'ouvrage, de bien choisir son bureau de contrôle parce que c'est effectivement une part importante de l'équipe, enfin, de l'écosystème de la construction. Typiquement sur cette ITE, on a fait une réunion en phase APS-APD. Donc nous, on n'attend pas le pro pour attendre que le bureau de contrôle dise oui et de recevoir son rapport en disant ça va pas, ça va pas, ça va pas. Faut tout corriger, faut tout mettre à la poubelle et tout refaire. On a fait une phase de conception avec le bureau de contrôle, notre ingénieur structure, enfin toute l'équipe et la maîtrise d'ouvrage. Donc on était autour de la table, après c'était un peu réduit, et on a discuté vraiment technique en disant qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. C'est-à-dire qu'on a fait l'analyse de risque en direct avec le bureau de contrôle en disant est-ce que les épines du minimum de bois, ça c'est OK? Est-ce qu'avec des équerres, c'est OK? Est-ce qu'on met des tablettes tous les étages ou toutes les bottes? Comment on fixe les équerres? Voilà, on fait vraiment une réunion de conception comme on pourrait faire souvent avec son équipe de maîtrise d'œuvre, mais incluant le bureau de contrôle, parce que lui, il aura besoin de se... Donc en direct, il nous dit ça c'est OK, ça c'est pas OK. Là, vous allez un peu fort. On avait des propositions un peu plus folles dans cette réunion et on en a écarté certaines. Donc ça, c'est vraiment important et je trouve que c'est enrichissant et la maîtrise d'ouvrage qu'on revoit souvent, parce qu'elle n'est pas fâchée, hein, elle est très très contente de ce bâtiment, nous rappelle souvent cette réunion qui pour eux était assez nouveau comme façon de procéder. Parce que d'habitude, ils attendent l'architecte et son équipe qui lui envoie le PDF de présentation, on fait une réunion et puis dit bon voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, et limite on parle pas de technique. Là, ils ont été associés à la question parce que derrière, il y a des questions assurantielles aussi en disant voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, et qu'est-ce qui est risqué, qu'est-ce qui n'est pas risqué, qu'est-ce qui va passer d'un point de vue des assurances de tout le monde. Donc ça, c'est important. Enfin, il y a des sujets où il n'y a pas besoin de faire des trucs comme ça, hein, des trucs où c'est totalement dans les règles professionnelles du chanvre, de la paille ou du guide des bonnes pratiques de la terre crue. Voilà, on applique les textes et puis il n'y a même pas de choses à se creuser, à dire est-ce que c'est trop risqué ou pas. Mais des fois, c'est important de faire ça. Et nous, on essaye de faire ça en toute transparence avec nos maîtrises d'ouvrage. On n'essaye pas de passer en douce des trucs où c'est un peu limite. Et ça se passe bien. Bon, en effet, c'est mieux d'être honnête sur des sujets comme ça. Ok, bah écoute, on a une dernière question sur ce projet-là. Alors bon, c'est pas forcément lisible, mais c'était pour parler de prix. C'est un sujet, le côté financier, qu'on n'a pas trop évoqué encore avec les autres intervenants les fois précédentes sur les ateliers des biosourcés. Est-ce que tu pourrais nous donner des infos? Alors même si c'est quand même, tu l'as précisé, un projet assez innovant qui se veut démonstrateur, donc on faut pas le prendre comme référence en termes de budget, mais est-ce que tu as des éléments financiers à nous communiquer là-dessus, des ordres de grandeur? Alors, je crois que nous, on communique sur notre site et on reprend les chiffres. En fait, c'est souvent, on a présenté un peu ce projet et souvent, j'invite Benoît Cartier, qui est la maîtrise d'ouvrage, à venir, d'avoir aussi son point de vue. Et lui, ce qu'il dit régulièrement, je pense qu'il y a un webinaire qui traîne sur le RFCP, sur ce projet, que à performance esthétique équivalent, c'est pas plus cher qu'un autre ITE. Donc après, évidemment que si vous comparez à un ITE de moins bonne performance thermique, y compris sur le confort d'été, à esthétique différente, c'est-à-dire qu'un enduit mince sur de la pétrochimie, bah, c'est beaucoup plus cher, on est d'accord. Après, voilà, ce que lui, l'argument, et je crois qu'il arrive à dire un chiffre autour de 230 € le mètre carré.
pour la partie isolante. Et son argument, c'est de dire que l'échafaudage, quel que soit l'isolant, c'est le même prix. Et la finition extérieure, en fonction de l'esthétique, c'est le prix que ça a. Donc si vous faites un ITE avec un beau bardage bois, un beau bardage autre, ça va être le même prix qu'un enduit épais, qui a son coût. Hein. On est avec 4 cm d'enduit à la chaux. En même temps, peut-être qu'on ne le voit pas très bien, mais l'enduit chaud a une épaisseur, un aspect, une texture, et il ne prend pas la même façon la lumière qu'une peinture sur un béton ou un enduit, une peinture sur un enduit, sur un isolant pétrochimique. Donc on compare, il faut comparer les choses qui sont comparables. Donc après, aujourd'hui, c'est peut-être effectivement un peu plus cher que même de la laine de bois avec enduit mince. C'est du biosourcé, mais ça ne fait pas la même esthétique. Enfin, on a une opération, vous verrez pas d'image puisqu'on n'a pas sélectionné, mais on fait ça à Grenoble où on a des façades avec beaucoup de fenêtres dans lesquelles on n'a pas pu mettre de paille et un pignon sans fenêtre où c'est complètement paille. Et donc on a les coûts entreprises des deux choses. Effectivement, il y en a un qui est un peu plus cher que l'autre, mais on ne parle pas de la même performance, de la même esthétique. Sachant que voilà, la masse de la paille aussi en termes de confort d'été, j'ai déjà évoqué, mais c'est incomparable. Enfin bon, après de la laine de bois avec une certaine densité, une certaine épaisseur aussi, il va jouer le même rôle. Et ça, c'est quand même l'enjeu de demain, le confort d'été. Non, c'est clair. Effectivement, tout à fait. Et on n'est plus là pour aujourd'hui savoir qu'est-ce qui est mieux ou pas. On est convaincu sur les biosourcés, mais quand même sur la question du prix. Là, tu nous dis que c'est 230 € le mètre carré sur la paille posée, agrafée avec ce système que vous avez mis en place, avec 100 € de finition. Donc, on arrive en gros à 330 € le mètre carré, quoi. En moyenne. Ça doit être un truc comme ça, ouais. D'accord. Là où pour de la paille, pour de la fibre de bois avec un enduit mince, on est entre 200 et 250. Donc, c'est quand même un chouïa plus cher que oui. Ok. Il est 57, les amis. Il nous reste 3 minutes pour faire le deuxième projet. C'est trop long, mais c'est pas grave, c'est très intéressant et on est ravis de pouvoir aller aussi loin dans le projet, dans sa compréhension. On va passer celui-là, mais la petite fiche là. Donc ça, c'est Sarcopaille de Sarcelles aussi, qui est je pense que vous trouvez aussi de la documentation si ça vous intéresse plus sur Internet. C'est un ITE sur des boîtes à chaussures métalliques de zone industrielle. Donc c'est les ateliers de fabrication des décors de la Comédie Française. Donc, déjà dedans, en fait, c'est beaucoup plus intéressant ce qui se passe dedans. Vous n'avez pas d'image, mais il y a des gens fantastiques qui font du travail d'orfèvre fantastique. Ils fabriquent des décors. Okay. Donc rien que ça, en fait, c'est super d'aller travailler là-bas. Et après, c'est aussi la question de la réplicabilité, c'est-à-dire que des boîtes à chaussures comme ça là, qui inondent nos entrées de ville, tout le monde les connaît. C'est affreux non seulement esthétiquement, hein, on est architecte, mais d'un point de vue thermique, c'est affreux. L'hiver, ils avaient 12 degrés, ils avaient des aérothermes, mais c'est énorme comme ça fait 10 mètres le plafond est à 10 mètres, c'est des grands ateliers parce qu'ils peignent des grands décors, ils font des grands décors. L'hiver, ils avaient froid. Voire des fois, ils ne pouvaient plus travailler, malgré le chauffage, ils boostaient avec des aérothermes, donc on a changé aussi le système de chauffage. Et l'été, ils avaient trop chaud, c'est-à-dire que l'été, il faisait 30 dehors et 36 dedans. Il faisait plus chaud dedans que dehors, c'est une boîte à chaussures qui surchauffe. Et du coup, notre intervention, c'est pareil, il y a une commande qui suggère aussi du biosourcé, voire peut-être même de la paille. Hein. On commence à voir des appels d'offres avec paille, chanvre, biosourcé. Donc ça, c'est super qu'il y ait des maîtrises d'ouvrage qui s'engagent sur ces sujets. Et donc là, on fait un sarcophage. Donc on refait, parce que l'enveloppe, en fait, est incapable de porter plus que ce qu'elle porte déjà. C'est 4 cm d'isolant. Donc on refait une coque en bois, ce qu'on voit sur les photos rapidement, et on remet des panneaux préfabriqués pour des raisons. On est en site occupé, c'est-à-dire qu'ils ont fermé exceptionnellement 2 mois. Mais on a travaillé en site occupé, des camions qui tous les jours en fait circulent entre ces bâtiments. Il y a plusieurs. Là, on voit un zoom sur un des bâtiments, mais il y a des rotations de camions puisqu'ils déplacent des décors tous les jours. La Comédie Française. Donc c'est un peu un site contraint. Donc on a préfabriqué en fait des caissons. C'est de l'ITE, c'est du FOB, c'est du caisson préfa
Sur ossature bois, on ne sait pas trop. Mais bon, ça s'apparente quand même à de l'isolation thermique par l'extérieur. Avec bardage prémonté. Donc là, on voit le panneau qui arrive et puis on fait les raccords sur site. Il y a aussi, donc évidemment, qu'il y a un enjeu thermique, parce que c'est la commande, et par effet, je ne sais plus comment on dit, mais bon, deuxième effet qui se coule, il y a aussi un effet esthétique, et le voisin qui a le même bâtiment, en gros, il est venu à l'inauguration, il disait, ah, bah, je veux la même chose. Parce que dans le nouveau paysage, enfin dans le paysage de cette zone industrielle, ça change quand même totalement la donne d'avoir du bois. Et en termes de thermique, on l'a présenté la semaine dernière à Bâtifrais, donc un colloque sur le confort d'été. Et donc on a instrumenté en fait le bâtiment. Donc on a un problème de données sur le mois d'août. On a commencé, il y a eu un problème de réglage de ventelle parce qu'on est en ventilation naturelle avec des ventelles. Le truc blanc que vous voyez en bas, c'est des ventelles qui s'ouvrent, qui font du désenfumage et de la ventilation nocturne, qui est un peu pilotée avec en fonction des températures extérieures, intérieures. Ça s'ouvre la nuit. Ça marchait pas encore super bien, donc on est en train de le régler. Donc on a du retour. Donc on est avec Enertech qui aime bien instrumenter les bâtiments. On va avoir de l'instrumentation sur 1 an. Et déjà, le retour qu'on a sur la petite canicule du mois de juin 2025, ils ont cru qu'il y avait la clim. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est que ça isole bien. Donc du coup, on a eu ça c'était assez agréable, c'est qu'on a eu un mail des usagers qui ont un petit peu bavé du chantier, parce que c'était quand même un chantier, on s'est occupé, c'est un chantier, quoi, et qui nous dit, on a compris l'intérêt du bidule, quoi. Au mois de juin, habituellement, on arrêtait de travailler. Et là, il faisait 10 degrés de moins que dehors. Trop cool. Merci pour ce retour d'expérience des usagers, effectivement. Il faut leur donner la parole et les écouter de plus en plus. Il est 13h02. On va passer aux questions du public. J'ai une question, moi, qui m'a posé question sur ce projet en le découvrant. Quid de la vapeur d'eau de la migration quand on fait des caissons paille accrochés sur un bardage métallique? Est-ce que ça pose un sujet? Comment vous y avez répondu? Il n'y a pas de sujet, parce que effectivement, l'existant est assez étanche. Enfin bon, c'est du back sandwich étanche à l'air et étanche à l'eau. Donc on n'a pas de problème de migration qui irait dans le mur et qui serait emprisonnée quelque part. Elle est déjà bloquée par la première couche du panneau sandwich. Et en même temps, d'un point de vue infiltro, vous voyez là sur la photo qu'il y a il y a des grandes portes coulissantes. Ouais. Dont on a fait un test d'étanchéité à l'air. Ça fuit largement, donc il y a des petits balais pour éviter un peu des pertes de chaleur, c'est plutôt pour la thermique, mais donc l'air passe en fait à travers ces grands ouvrants on n'avait pas le budget pour les changer. Ok. Donc on est déjà sur un bâtiment au test il est assez étanche à l'air, en tout cas au niveau de l'enveloppe. Après dans les portes coulissantes pas trop. Et pour moi, donc, il n'y a pas de sujet de migration de la vapeur d'eau qui sera emprisonnée quelque part. Et tant bien même elle partirait, en fait, on a des panneaux, les biosourcés et la paille en particulier ont cette capacité de régulation hygroscopique qui fait que même si elle prend de l'eau, elle est capable de sécher par l'extérieur puisqu'on a un pare-pluie qui est ouvert à la vapeur d'eau, comme tous les bâtiments en bois avec du biosourcé dedans. C'est la règle de base. Qui n'était pas le cas dans l'ancien DTU 31.2 au passage. Ok. Donc pour moi, il n'y a pas de sujet, ni à convention, puisqu'on est sur un mur en moellon qui est aussi à peu près étanche. Il y a 40 cm de moellon, donc il n'y a pas de. Et pareil, on est sur de la botte qui est directement sur le moellon dans le cas présent. C'est aussi l'intérêt dans le premier projet de coller la botte pour éviter justement la lame d'air qui pourrait être un risque de condensation. Ouais. Mais là, on est vraiment collé et c'est un mur en moellon qui est assez étanche. Parce qu'il a ses propres enduits à l'intérieur. Donc, il n'y a pas, pour moi, sur de la rénovation, en tout cas sur ces deux sujets, il n'y avait pas de sujet de migration de vapeur d'eau, qui peut être le cas un peu différent, parce que je sais que là, il y a un confrère qui travaille sur une isolation thermique par l'extérieur en botte de paille sur un mur en pisé, où là, il y a peut-être un sujet d'étude WOFI. Ouais. Mais bon, toutes les configurations de paille, s'il n'y a pas trop de panneaux et de couches imperméables de plastique, ça gère bien. Mais bon, c'est pareil dans le chanvre. C'est clair. Après, en ITI, ça serait encore différent sur la paille. Là, pour le coup, quand c'est en ITI, moi, je préfère mettre du chanvre.
Ok, trop cool. Nelly, est-ce qu'on prend quelques questions pertinentes pour relancer quelques... Alors, pour quand même une question qui interpelle, on est toujours sur les sujets bureau de contrôle, assurance, etc. On a une personne qui a quand même de grandes difficultés sur son projet ITE-PAI R+1 depuis 1 an, où elle se dit que faire si le bureau de contrôle exige un avis de chantier et que la maîtrise d'ouvrage n'accepte de faire l'avis de chantier que si les intervenants ont une assurance nominative. Et quid parce que une entreprise a de grandes difficultés à avoir cette assurance, donc pas d'avis de chantier, donc rien ne bouge depuis 1 an. C'est un petit peu complexe comme situation. C'est un peu complexe, peut-être que cette personne peut m'envoyer un mail et puis on en discute, parce que je pense qu'il y a besoin de 15 minutes pour en parler. Certainement, donc ça sera apprécié. Merci de contacter Benoît directement. Sur le premier projet, on pose une question, donc c'est plus technique. On est sur comment gérer les éventuels écartements entre 2 bottes de paille. Est-ce que les tassements font que finalement on n'a jamais d'écartement ou c'est minime et donc il n'y a pas de sujet sur cette problématique? Donc effectivement sur le projet, pour mettre donc on a un mur en moellon. Il s'est avéré qu'il a un peu de fruit entre le haut et le bas, comme tout mur. Et c'est une discussion qu'on a eue avec la maîtrise d'ouvrage au préalable, de dire est-ce qu'on suit le mur avec la botte de paille, c'est-à-dire qu'on a le truc qui ne sera pas totalement plan, et on ne voit pas très bien sur la photo de finition, mais quand on regarde de près et qu'on se met au ras de la façade, effectivement, l'enduit, il suit la façade, et y compris les épines en bois qui ne font pas les 36 cm de botte de paille. Pour évidemment aussi faire passer les enduits devant, parce que enduire sur du bois, ça ne marche pas très bien. Et après, on a ce recoupement aussi on a des artefacts aussi de recoupement avec cette bavette en zinc qui fait qu'on ne voit pas le dévers. Et une botte de paille, en fait, on peut travailler sa planéité. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est posée, on vient avec un taille-haie et puis on arrive à l'avoir plutôt plane pour éviter d'avoir à recharger avec des enduits. Enfin, ça, c'est une règle de base en construction neuve ou en ITE, hein, sur la botte de paille. Les enduiseurs aiment bien avoir une surface plus ou moins plane. Pas trop de bosses et de dévers. Et ça fait partie notamment de la formation ProPaille, hein, qui est obligatoire, hein, pour la MAF, pour être assuré en construction paille, pour les architectes. Je le dis au passage. Et tant mieux, parce que sinon on fait n'importe quoi. Au moins lisez les règles. Donc ça, on peut régler la planéité, et c'est plus ou moins fin. Après, on peut reboucher les trous avec du terre-paille. Voilà. Donc il y a plein de choses qui sont possibles. C'est une question de la planéité. Là, j'avais une question. Une question. Là, je la vois, hein, peut-être d'autres, mais sur le pont thermique, le pont thermique sur 18 mm de bois et qui est recouvert par l'enduit, voire avec un peu de paille, il est peanut, ça se calcule. Il y a des gens qui font des. Enfin, prenez juste des règles de pont thermique sur du bois. Le lambda du bois, c'est pas un isolant, mais c'est quand même pas pire. Donc, il est tout à fait absorbable dans la situation. Enfin, il a aucune incidence en fait sur la thermique globale. Très bien. En milieu urbain, une question qu'on peut avoir aussi sur d'autres projets, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des suggestions particulières liées à l'immeuble voisin et notamment le fait qu'il y ait des fenêtres à proximité? Est-ce qu'il y a eu quelque chose à gérer sur l'introduction des bottes de paille? Non, la maîtrise d'ouvrage avait trouvé le bon spot, parce qu'on voit, hein, sur la photo à gauche, il y a quand même un écart assez important avec la fenêtre d'à côté. On voit la différence entre avant et après. On se rapproche. On a eu déplacé la descente EP, donc ça c'était peut-être le truc le plus compliqué à faire dans ce projet. Mais non, sinon il n'y a pas de sujet ni de raccord d'enduit. Enfin, je dirais que techniquement c'était assez optimum d'intervenir ici. Très bien. Ce qui n'est pas le cas dans tous les cas. Hein, ouais. On peut se dire que l'isolation paille n'a pas eu de suggestion spécifique à mettre en œuvre dans le cas de figure présent. Bon, après, il y a un peu de détails de raccord avec le côté, mais je dirais que c'est rien ni plus ni moins du travail d'architecte. Enfin,
le sort de la question de la paille. Moi, la paille, là, Un sujet sur la un paille. isolant, ouais. Très bien. Une question sur l'enduit plâtre ou plâtre chaud pour la tenue au feu. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a pareil, des suggestions, des... Alors, éléments là, en l'occurrence, on est sur un chaussable. Mmh. On est sur un chaussable qui a été fait d'ailleurs par un ravaleur qui s'appelle Ravalement de Paris, qui n'était pas une entreprise spécialisée en paille, mais qui en fait, et qui sait très bien faire des enduits chauds sur n'importe quel support, y compris moellon. Et là, il est très bien, il a vite compris le truc. Il a fait, donc on est sur un chaussable. Le plâtre parisien, il y a un producteur, un francilien qui fait ça, dans lequel il y a un petit peu de chaud, fonctionne très bien. Il est un peu plus cher, donc c'est pas quelque chose qu'on a mobilisé. En termes de tenue au feu, le plâtre peut-être qu'il tient encore plus que la chaux, mais moi j'ai un avis de chantier qui dit que ça tient 2 heures, ce qu'on voit là. Il y a un essai au feu qui a été fait au CERIB du côté de Bordeaux par des talentueux Dauphin Architecture qui bénéficie à tout le monde puisqu'on s'en sert de cet avis de chantier qui dit que ça tient 2 heures. Moi, une façade qui tient 2 heures, c'est largement suffisant. Oui, avec de l'enduit chaud. L'enduit plâtre sera encore meilleur parce que je pense que le plâtre est un excellent matériau coupe-feu. On fait des plaques de plâtre pour couper le feu. Et l'enduit terre, il fait pareil. C'est un enduit terre de 4 cm, il coupe le feu. Il fait coupe-feu, il résiste au feu pendant 2 heures. Ok. Sur des sujets de poids, est-ce qu'il y a une problématique sur ce projet-là? Tout à l'heure, sur le projet d'après, on a monté une structure à part entière, mais sur celui-ci, est-ce qu'il y a eu un sujet de poids de la botte de paille à mettre en façade? Alors, il faut savoir que quand vous avez une botte de paille avec un enduit, on peut aussi avoir avec du bardage, mais là, en l'occurrence, avec des enduits pour aussi des facilités de question de feu, c'est l'enduit qui pèse plus lourd que la botte de paille. Vous n'avez que 4 cm d'enduit, mais il est beaucoup plus dense que la botte de paille. Donc on a calculé, on avait un ingénieur structure qui a calculé en fait en fonction il y a des planchers existants et des 40 cm de mur en moellon, est-ce qu'on n'allait pas déstabiliser la paroi, y compris sur la question du barycentre, de où est le barycentre, puisque l'enduit étant que sur les 4 derniers centimètres, il risque d'arracher la botte. D'où l'intérêt aussi des épines qui permettent de maintien, et on a aussi des tableaux. En fait, on a fait une sorte d'étagère. Après, on voit pas du tout sur les photos, mais il y a du maintien horizontal aussi de la botte, oui, qui respecte les règles pro en fait. Aussi. Dans les règles pro, vous avez un tableau de maintien de la botte par rapport à l'enduit, pour pas que ça déverse. Donc il y a eu un calcul qui a été fait qui fait qu'on ne déstabilise pas le bâtiment existant. On n'avait pas besoin de faire de fondation. Vous voyez très bien que cet ITE ne va pas jusqu'en bas. Chaque étage, en fait, s'autotient sur la façade existante en mur en moellon qui est contreventée avec le plancher intérieur. Là, on n'a pas de sujet de tenue. Évidemment, la première chose à faire quand vous arrivez, c'est de diagnostiquer l'existant. Enfin, bon, je dirais, en architecture, de toute façon, quand on arrive sur l'existant, il faut regarder comment est le support. Exactement. Sur un point de détail sur les têtes de mur, les jonctions avec les toitures, quand on fait une isolation par l'extérieur en botte de paille, qu'on est assez épais, est-ce que vous avez peut-être des suggestions particulières sur cette thématique? Oui. En l'occurrence, sûr qu'on le voit rapidement, mais on a fait certains endroits, c'est des rallonges de toiture, d'autres, c'est des couvertines spécifiques en fonction on avait une certaine on voit un peu sur l'axonométrie, une certaine complexité de toiture existante, avec différents pans et différents pans coupés. Donc voilà, qu'on a résolu soit par une nouvelle couvertine qui fait les 40 cm de botte de paille plus enduit, soit on arrivait à se glisser sous la toiture existante. Voilà, on s'est débrouillé. Bon, après, c'est du détail d'archi de couvertine, hein, c'est pas. Oui. Mais effectivement, c'est un sujet. C'est un sujet. Et peut-être une dernière question, puis après on va devoir conclure. Peut-être sur les performances acoustiques améliorées, de quel ordre quand on fait de l'ITE paille? Ça aussi, ça fait partie des tests de laboratoire qui vont être publiés dans POP 2030. Normalement, le POP 2030, c'est un programme de 3 ans. Ça ne veut pas dire que ça va sortir en 2030, hein, c'est plutôt 2028.
Après, il y a quelques salles de concert, de spectacle, de cinéma en bottes de paille qui respectent en fait l'acoustique totalement. J'ai pas de doute. Après, nous on l'a pas mesuré et c'était pas l'objet c'était pas le sujet en fait du projet. En plus, on est sur une cour là, donc les nuisances sonores, je pense qu'elles passent beaucoup plus par les fenêtres qu'on a rénovées. Hein. On est passé en double vitrage quand même. Que sur la botte de paille. Enfin, après, un mur de moellon de 40 qui fait masse et un isolant qui fait ressort, plus un enduit qui fait masse, je pense qu'en acoustique, on est très très bon. On a amélioré, ça c'est certain. C'est intéressant quand même de jeter un coup d'œil sur votre coupe, sur celle-ci. Donc là, c'est l'atelier. Et puis, on va devoir conclure. Donc, merci beaucoup pour cet échange très détaillé sur des points techniques. Ouais, c'était passionnant. Merci de nous avoir ouvert toutes les portes, les coulisses de ce projet. Pour nous, c'est vraiment essentiel de rentrer en précision, entre guillemets, dans l'acte de prescrire, qui est cet acte qui nous anime avec Quentin et l'Académie des biosourcés. On rappelle qu'on a imaginé, nous, ces ateliers des biosourcés à travers les 5 phases, entre guillemets, du projet, avec tout d'abord des prérequis de base, qui sont donc un espèce de déroulé pédagogique. Là, aujourd'hui, avec Benoît, on a travaillé sur les modules études. On aura l'occasion d'entretenir un acteur de la filière chant sur les phases consultation. Et enfin, en novembre, ça sera plutôt sur les phases chantier. Donc, tout ça, ça fait partie d'une formation qui s'appelle Prescrire biosourcé, qui a vocation justement de donner des clés sur la prescription. N'hésitez pas, sur le site de l'Académie des biosourcés, vous trouverez plein d'informations là-dessus. Pour vous inscrire, donc jeudi 23 octobre, au prochain rendez-vous, c'est donc sur ce code barre que vous pouvez scanner et vous inscrire directement auprès de matériaux.archi. Il est 13h16, on a 1 minute de retard. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention, votre participation et on espère à très vite pour la suite. À très vite, merci. Merci à tous.